Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. Exactement. Salut Marie. Salut Hadza. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast Drôle de Naturo. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet. De quoi on va parler, Hadza ? Aujourd'hui, on va parler des infections urinaires. Aïe, 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 ça fait mal. C'est exactement le mot et en plus, c'est quelque chose d'assez courant. C'est ça. Alors, dis-nous tout, qu'est-ce que c'est l'infection urinaire ? Alors, une infection urinaire, le terme médical, on parle de cystite. Et comme son nom l'indique, c'est une inflammation de la vessie, mais en fait, c'est vraiment une infection liée à une bactérie. Et le plus souvent, cette bactérie, c'est l'Escherichia coli. Et cette bactérie, on la trouve normalement au niveau intestinal. Et là, elle va venir se loger au niveau urinaire. Il y a différents types d'infections urinaires. On va avoir ce qu'on appelle des cystites aiguës. Donc, ça va être un épisode aigu, comme son nom l'indique. Et il arrive que parfois, ces cystites deviennent récidivantes. Et là, c'est lorsqu'on va avoir au moins 4 épisodes par an. Et que donc, il y a comme un cycle, en fait, d'infections urinaires. En tout cas, une répétition, ouais. Exactement. Les infections urinaires, il faut savoir que c'est un mal qui touche principalement les femmes. Et ça, c'est en partie dû à l'anatomie féminine, mais environ 7 femmes sur 10 sont touchées. Donc, comme on vous le disait, c'est quand même énorme. Ouais. Et il y a un moment, il y a plusieurs moments dans la vie des femmes où il va y avoir plus de risques d'avoir des infections urinaires. Donc, ça va être déjà lorsqu'il y a le début de la vie sexuelle. On verra après pourquoi, qu'est-ce qui fait en général qu'avec le début de la vie sexuelle, on peut avoir plus d'infections urinaires. Ensuite, il va y avoir toute la période des grossesses, où ça peut favoriser les infections, et au moment de la ménopause. Puisqu'on vous l'avait expliqué, c'est en lien également avec les hormones et la baisse des œstrogènes, et donc la modification du microbiote. Ouais, modification hormonale, modification microbiote, c'est le désordre là-dedans. Mais tout est possible, on peut arranger cela. Exactement, c'est ce qu'on va voir après. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme symptômes en règle générale quand on a une infection urinaire ? Quand on a une infection urinaire, en général, on s'en rend compte parce que ça fait mal. Et donc les symptômes, ça va être principalement le fait d'uriner souvent, d'avoir envie d'uriner. Et parfois, on a juste quelques gouttes qui vont sortir. Donc c'est assez perturbant. On a la sensation de devoir aller aux toilettes immédiatement, que c'est une envie pressante. Et finalement, il n'y a pas grand-chose à vider. On peut avoir des brûlures et des douleurs au moment où on urine. On peut avoir aussi des pesanteurs pelviennes. Vraiment une sensation de lourdeur au niveau du ventre. Et souvent, les urines vont devenir troubles, voire malodorantes. Et il peut y avoir également du sang dans les urines, ou alors on peut s'en rendre compte au moment où on s'essuie, voir qu'en effet, il y a des petites traces de sang. Donc ça devient un petit peu rosé au début, ou quelque chose comme ça, ouais. C'est ça. Certaines personnes vont avoir des symptômes avant-coureurs. Ils vont sentir comme une pesanteur pelvienne et ils vont se dire « Ouh là là, il y a quelque chose qui se passe ». Et après, en général, ça s'aggrave assez rapidement et c'est vrai qu'on se rend compte très rapidement qu'il y a une problématique. Le risque, si on laisse traîner une infection urinaire et que on ne la traite pas, c'est que la bactérie, donc l'Escherichia coli, monte au niveau rénal et là, on va avoir ce qu'on appelle une pyélonéphrite, qui est donc une infection au niveau des reins. Et donc là, c'est grave. En général, il faut être hospitalisé pour avoir des antibiotiques au niveau intraveineux. Et en plus, ça peut affaiblir les reins. Donc, c'est vraiment pas à prendre à la légère, même lorsque c'est des infections récidivantes. Ouais, on n'a pas du tout envie d'aller à ce stade-là. Exactement. Est-ce que Marie, tu peux nous parler un petit peu des facteurs qui favorisent ces infections urinaires ? Qu'est-ce qui fait que certaines femmes sont plus touchées que d'autres et que certaines ne vont pas connaître d'infection urinaire de leur vie ? Oui, alors déjà, ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, c'est un phénomène qui touche principalement les femmes, et ça c'est lié à l'anatomie, parce que l'urètre est plus petite que chez les hommes, donc la bactérie va pouvoir monter plus rapidement à la vessie, et c'est ce qui va faire que plus de femmes sont touchées. Du coup, l'urètre, en effet, il est presque plus près du rectum que chez l'homme.
parce que d'un point de vue anatomique, le vagin est beaucoup plus proche vu que le pénis est externe alors que Oui, au niveau vaginal c'est interne. voilà. Donc du coup, la proximité fait que ça va remonter plus vite à la vessie aussi. Les rapports sexuels, du coup, comme le disait Hadza, c'est quelque chose également qui peut favoriser les infections urinaires, les changements hormonaux et les déséquilibres du microbiote intestinal et vaginal et ou vaginal. Ce qu'on va vous recommander en général comme traitement médical quand vous allez chez votre médecin, ça va être des antibiotiques puisque la plupart du temps, en tout cas là on vous parle d'une infection avec la bactérie Escherichia coli, donc qui dit bactérie dit antibiotique. Souvent c'est pris en dose unique. Le problème des antibiotiques, vous le savez, c'est que ça dérègle le microbiote et après c'est un peu un cercle vicieux. Le microbiote est déréglé, on peut avoir des infections urinaires, on reprend des antibiotiques, etc., etc. Cercle infernal. Voilà. Bien que les antibiotiques soient nécessaires quand même dans certains cas pour éviter justement toute complication. Mais nous, ce dont on va vous parler, c'est évidemment de la prévention. Ce que vous pouvez faire également si vous prenez du coup des antibiotiques pour l'infection urinaire, pour protéger un minimum votre microbiote, c'est de demander à votre pharmacien de l'ultralevure pendant le traitement antibiotique. Et j'ai même envie de rajouter s'il y a un traitement antibiotique, bon là souvent c'est une dose unique, mais si jamais ça passe sur une dose, sur une durée un peu plus longue, ça peut être du 7 jours, il faut toujours aller à la fin du traitement antibiotique et pas s'arrêter avant. Oui, bien sûr, parce qu'après, il y a d'autant plus de résistance. Et du coup, le problème, c'est qu'on n'arrive plus à traiter justement ces infections urinaires. Ouais, parce que je sais qu'il y a des personnes qui, quand ça commence à aller mieux, ne prennent plus les traitements, mais en fait, il faut pas faire ça avec les antibiotiques. Complètement. Après, ce qui peut être intéressant par rapport à ce que tu dis avec l'ultralevure, Ouais, c'est lorsqu'il s'agit d'antibiotiques minutes, c'est de démarrer des probiotiques derrière. Parce que du ouais, coup, comme on prend une dose, c'est pas problématique de prendre des probiotiques ensuite pour soutenir le microbiote et éviter justement de flinguer en fait tout le système intestinal. ouais, complètement. Alors, on vous l'a dit, on va vous parler du coup de prévention. Le premier geste à faire pour prévenir les infections urinaires, c'est vraiment de boire de l'eau. Oui, Je précise, précise, Marie, précise, c'est bien. de l'eau. Mais vraiment, hydratation plus, c'est-à-dire que, bon, la plupart du temps, on recommande, c'est une moyenne, hein, adaptée aussi en fonction de vos besoins, mais 1,5 litre d'eau par jour. Si vous faites une activité physique régulière ou intense, etc., augmentez votre apport d'eau dans la journée. Uriner après chaque rapport sexuel. Ne pas se retenir d'aller aux toilettes pour uriner. S'essuyer d'avant en arrière. Ne pas faire de toilette excessive, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre une douche intime 3 fois par jour. Ne pas faire de douche vaginale non plus. Ne pas porter des vêtements qui soient trop serrés. Privilégier des sous-vêtements en coton, enfin en matière naturelle en tout cas. Éviter tout ce qui est synthétique. Changer ses protections hygiéniques régulièrement aussi. Après, on en avait parlé, je crois, dans l'épisode sur la vaginose et la mycose. Le fait de porter des protège-slips quotidiennement, c'est pareil, ça peut déséquilibrer le microbiote. Donc C'est pas l'idéal. voilà, c'est pas forcément l'idéal non plus. Ouais, et puis je voulais juste revenir, Marie, sur le point que tu as dit, s'essuyer d'avant en arrière. Ça, c'est Oui, un point ultra important et qu'il faut déjà apprendre aux petites filles parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire plutôt l'inverse de manière spontanée, mais il faut bien expliquer qu'en fait, les bactéries qui sont au niveau de l'anus et du rectum ne doivent pas être ramenées au niveau de la vulve et du vagin. Ce qui explique qu'on s'essuie d'avant en arrière, mais c'est pas quelque chose de, comment on appelle, de naturel. voilà, enfin Ouais, naturellement les gens vont plutôt avoir tendance, les femmes et les filles, à s'essuyer dans l'autre sens, mais ouais. c'est quelque chose d'essentiel pour ne pas justement faire remonter les fameuses bactéries de l'intestin. Merci pour ces précisions, Adja. Non, mais c'est vrai, t'as raison, parce que je pense que beaucoup de femmes le font c'est instinctivement, en c'est fait, pour ça que c'est de l'autre important de sens. l'apprendre dès la petite enfance en fait. Ouais. Quand une fille commence à aller aux toilettes, Mm. il faut tout de suite lui apprendre le papier toilette, c'est de ta vulve vers l'anus et pas l'inverse. Et je pense en plus que la plupart des parents le font chez des bébés filles.
vraiment Ouais. bien d'avant en arrière. Et en fait, t'as raison, c'est quand on apprend la propreté, enfin, C'est assez varié parce que, autonome, ouais, peut-être que du coup, on fait l'inverse. c'est assez varié parce que pour avoir accompagné beaucoup de parents au moment d'échange, Oui. il y en a beaucoup qui passent d'avant en arrière sans faire attention. Ils veulent juste dégrossir les selles. Ah, oui. Et c'est là déjà où Mm. c'est important de comprendre qu'il y a un sens et faudra toujours le respecter et le transmettre à son enfant. Ouais. Donc, d'avant en arrière, on insiste. Donc ensuite, on va pouvoir aussi jouer sur autre chose. Adza, sur quoi on va pouvoir jouer? Et ben, on va aussi faire de la prévention grâce à l'alimentation parce qu'en fonction de ce qu'on mange, on peut favoriser ou au contraire limiter le risque d'avoir des infections urinaires. Donc, vous avez l'habitude, comme Marie vous le dit, déjà, on va privilégier une alimentation anti-inflammatoire et ce qu'on appelle alcalinisante. L'objectif, ça va être d'éviter les aliments acides et acidifiants. Donc, on va limiter tout ce qui est sucre blanc, sucre raffiné. On va limiter les aliments ultra transformés et ainsi que les acides gras saturés, donc les mauvaises graisses, tout ce qui est plutôt industriel, on va dire. Et au contraire, on va privilégier donc tout ce qui est légumes, qui sont des aliments alcalinisants, qui vont vraiment permettre d'améliorer également le microbiote et de favoriser les fibres, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que la constipation peut aussi favoriser les infections urinaires. On va privilégier les aliments riches en oméga 3 que vous connaissez par cœur maintenant parce qu'ils vont être anti-inflammatoires notamment. Et on va préférer plutôt des céréales complètes, encore une fois pour les nutriments qu'ils apportent mais aussi pour les fibres. Dans l'alimentation, on va favoriser les aliments qui vont soutenir le système immunitaire, donc notamment les aliments riches en vitamine C, donc les fruits et légumes comme je vous ai dit, mais en particulier les poivrons, le kiwi, les agrumes, les légumes verts et les crucifères, et également donc les épices qui peuvent avoir des effets anti-inflammatoires et qui vont aussi booster notre système immunitaire, comme le curcuma, le gingembre, le thym, l'origan, qui vont vraiment aussi nous aider à combattre les infections, finalement de façon générale. Ouais, toujours un petit peu dans l'alimentation, de manière régulière, ça fait pas de mal et on apporte tous les jours un petit peu de... C'est ça, Marie a fait le geste de saupoudrer. Oui, On t'as vu? Tu saupoudre de sens l'habitude, l'anti-inflammatoire. tu sens l'habitude des épices là qui sont mises Exactement. dans la poêle. En parallèle de l'alimentation, un autre élément essentiel, Marie, qui est le... Stress. Eh oui, toujours en naturopathie. Donc on va essayer de mieux vivre son stress par différentes techniques donc, que vous connaissez aussi maintenant. Pourquoi? Parce que le stress va favoriser le terrain inflammatoire et donc l'inflammation et donc les cystites et les infections urinaires. Donc à vous de trouver ce qui vous convient, donc via une activité physique, via la respiration, la méditation, beaucoup de techniques, hein, on vous en parle à chaque épisode, donc piochez dans votre valise anti-stress. Donc maintenant Marie, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les solutions naturelles que tu nous proposes et notamment la phytothérapie, donc les plantes, lorsque on peut être touché par une infection urinaire. Ouais, là on va parler du coup plutôt de la crise aiguë. Alors, ce que vous pouvez prendre, c'est de la canneberge. La plupart du temps, vous la trouverez en gélule, donc en pharmacie et ou en magasin bio. Petite précision, canneberge et cranberry, c'est pareil. Oui, Je le précise parce que je sais que des fois, on n'est pas sûr. et tout à fait. Donc canneberge, cranberry, c'est la même chose. L'extrait de pépins de pamplemousse également peut être intéressant parce qu'elle a des propriétés antibactériennes. Donc là, c'est pareil, vous pouvez vous faire une cure d'extrait de pépins de pamplemousse. Attention par contre avec la prise d'extrait de pépins de pamplemousse et les médicaments parce que ça peut inhiber l'effet des médicaments. Donc surtout, demandez déjà un avis médical et si vous devez en prendre, prenez-les à distance de votre prise de médicaments. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, prenez des tisanes, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut boire, 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 boire. Et j'ai envie de vous dire, puisque on parle d'hydratation, buvez des tisanes. Alors, on va miser plutôt sur des tisanes du coup qui soient diurétiques, drainantes, pour justement favoriser l'élimination rénale. Donc là, vous allez pouvoir vous tourner vers la bruyère, l'orthosiphon, la busserole,
le thym et le cassis. Alors le thym, c'est plutôt pour le côté anti-infectieux et le cassis pour le côté anti-inflammatoire. Vous pouvez faire également un mix de ces plantes. Vous n'êtes pas obligé d'en consommer juste une. Moi, je trouve qu'un mélange de 2 ou 3, c'est intéressant. Encore plus efficace. Voilà, ça va faire un petit effet cocktail. Par exemple, tu vois, Busserol, thym, cassis, je trouve que c'est bien. Parce que tu as le système urinaire, tu as l'anti-infectieux, Tu agis sur anti-inflammatoire. plusieurs... Voilà, bon, ça c'est moi qui vous donne un petit truc comme ça, un petit cocktail maison. Attention sur l'utilisation de plantes drainantes, drainantes diurétiques surtout, qu'on ne va pas recommander chez les femmes enceintes et allaitantes, justement pour cet effet diurétique qui favorise l'élimination. On va pouvoir utiliser aussi en aromathérapie des capsules d'origan. Alors là, on vous laisse vous fier aux recommandations des fabricants parce que souvent c'est écrit sur la boîte, ils savent par rapport au dosage d'huile essentielle qu'ils mettent dedans. Une cure de 5 à 7 jours, pas plus, parce que l'origan c'est très puissant et il ne faut pas en consommer sur le long cours. C'est fortement anti-infectieux. C'est très très anti-infectieux. Elle est d'une puissance assez incroyable, l'origan. Au moins, c'est efficace. Ouais, elle est très très efficace. Mais en effet, il y a des recommandations, donc il faut être vigilant et suivre les recommandations. C'est ça. Mais ça, vous trouvez vraiment des capsules qui sont toutes prêtes en pharmacie et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci du coup de dosage si vous respectez ce qui est écrit sur les recommandations, sur la posologie. Vous pouvez également utiliser localement un mélange d'huile essentielle à diluer dans de l'huile végétale. Donc vous pouvez utiliser le tea tree pour l'effet anti-infectieux, antibactérien, l'ylang-ylang, la lavande, l'estragon. Je vous conseille d'en choisir deux de ces huiles essentielles, c'est largement suffisant. Une goutte de chaque dans à peu près une cuillère à soupe d'huile végétale. J'insiste sur le fait de diluer l'huile essentielle car j'entends encore trop souvent, je ne sais pas pour toi Adza, mais des personnes qui se disent « Ah bah oui, moi j'allais mettre la dose ». Non, on ne met pas la dose en huile essentielle, on dilue parce que les huiles essentielles sont très puissantes et elles ont des principes actifs. Donc... Complètement d'accord. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas de risque. Tout à fait. Et les huiles essentielles sont puissantes et enrichies en principes actifs. Donc, de principe, il faut être très vigilant et bien se questionner aussi sur les effets indésirables et les toxicités qui existent. Voilà, tout à fait. Donc, c'est pour ça, d'ordinaire, on ne vous donne pas de posologie. En tout cas, vérifiez aussi les contre-indications de ces huiles essentielles qu'on vous cite si jamais vous voulez les utiliser. Mais diluer ces huiles essentielles dans de l'huile végétale, c'est la base. Donc, ça me paraissait important de le préciser quand même. On va pouvoir, pour terminer, parler un petit peu de symbolique. On ne le fait pas forcément à chaque fois. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'avait fait un petit peu avec le cycle menstruel. Mais on peut y voir, si ça nous parle, des symboliques. Il y a certaines personnes qui ont décrypté ça. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu, Adza ? Oui, alors c'est souvent lié à la médecine chinoise, mais en effet, nous aussi, dans notre pratique, on est amené à rencontrer de nombreux clientes et clients et on s'aperçoit qu'il y a parfois des choses qui se répètent. Lorsque notamment on a des infections urinaires à répétition, ça peut être intéressant de se poser la question sur est-ce que j'ai des peurs, notamment des peurs vis-à-vis du changement, pour changer mes habitudes. Est-ce que c'est compliqué pour moi de bousculer mes croyances, mes schémas de pensée? Est-ce qu'il y a des blocages dans ma vie par rapport à ces peurs? Et ça peut être aussi en lien avec des colères qui sont rattachées à ces différentes peurs. Donc voilà, si ça vous parle et que vous êtes sujette à des infections urinaires à répétition, c'est intéressant d'aller creuser, d'aller travailler sur ces aspects parce que ça peut aussi libérer certaines choses et favoriser justement quelque part votre guérison et votre rétablissement. Voilà Marie. Eh ben merci Adza pour cet épisode. Merci à toi et merci à vous pour votre écoute. J'ai envie de vous dire à dans 15 jours. À dans 15 jours. N'hésitez pas à liker cet épisode, le partager, le commenter et n'hésitez pas aussi à revenir vers nous et à nous dire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. À bientôt. À plus. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt.